Dominique Deroux. Immédiatement. Christian Bourgois, 1972. « 10. Le monde est fait par des hommes de viande morte, qui vivent de leur mort et qui puent. Réfléchir sur les hommes après 40 ans. Plus une once d'adolescence en eux, sous leurs masques graisseux, et leurs femmes qui ont perdu, et leur chair froide, et leur fièvre mentale. Jean me dit, après m'avoir parlé de mon fils Guillaume, « Tu n'es qu'un acteur. Quelquefois les décors s'écroulent, et tu continues à jouer, ne sachant pas que tu joues dans ta propre vie. » Toute femme veut un homme fort, mais elle ne veut pas courir le chasser dans la jungle, s'étant baignée aux aromates chaque soir avant la chasse. L'une me disait, « Je ne prêterai pas mes cuisses avant de le trouver. Je ne me donnerai pas avant, comme au gynécologue, les 2 pieds sur le clavier. Je saurai l'attendre, et quand je serai à lui, je mourrai dans ses bras. » Le déchirement des ombres et le partage des eaux, à l'instant du rayon vert, à l'instant où le Danube devient flamboyant, où l'ombre passe du côté de la Yougoslavie et rend le feu des mitrailleuses inefficaces. Arms and Influence de Thomas C. Schelling, livre fondamental pour tout essai d'intelligence, pour toute approche de l'actuelle philosophie politique de Washington et de sa grande stratégie mondiale. La puissance nucléaire n'a plus une valeur en soi, mais, à la limite, une valeur dialectique, une valeur de dissuasion. Donc, à l'heure actuelle, tout pouvoir mondial est un pouvoir dialectique. D'où l'importance que prend à l'heure du pouvoir dialectique la diplomatie ouverte ou sous-entendue des États qui y participent au niveau mondial. Toute diplomatie du pouvoir dialectique est une diplomatie de la terreur. L'oubli de la chair, c'est la seule image fatale du chemin vers le néant. Rien de plus triste qu'un Heinkel III transformé en langoustier volant. Le fascisme n'est qu'une interprétation providentielle de l'histoire. 22 février 1970. On finira par donner à la tombe une pensée sur 3. Mort de Charles-Henri à 18h. Brest. Mais plus personne à l'horizon. Rien. Ni une voile. Même la baguette de Prospero conduit à plusieurs néants. Tout inéluctablement porté en terre avant terme. Souffrir abolit le désespoir. Né le 22 janvier 1943, mort un 22 février 1970, Charles-Henri aura gagné 1 mois à sa façon, discret en même temps qu'amoureux d'un dernier plaisir. Mais qu'est-ce que cela change? Morgue. Tendu de tricolore, drapé du même calicot, sous l'arche du pont de l'Arsenal, et ce bon Dieu devant dans les plis. Froufrou de tôle. Il est là roide, allongé, la peau couleur de gilette, les épaules engoncées, cils et paupières baissés, le nez busqué par le froid, narines noires, mains qui soulèvent l'étoffe, si long est le sabre au fourreau, brutale impression de meurtre pour le plaisir, tellement imbécile que c'en est vertigineux, cette mort parfaitement extérieure à la mort qu'il portait en lui, comme une intervention au cours normal de la vie, tellement imbécile que c'en est vertigineux. Voilà tout ce qui reste d'un enseigne de vaisseau de quelle flottille, le rouge sur les souliers et le bleu sur les mains. 27 ans, pur d'esprit, subtil, poète dans la vie courante, flambeur superbe, diseur de vers, tout Shakespeare, cascadeur de haute voltige, amoureux, amant de si nombreuses jeunes femmes. De votre cher frère, Charles-Henri, je reçois des nouvelles pleines d'histoires fantastiques, maritimes. C'est une âme poétique, âme de poète. Oslo. Nelly lui porte des tulipes. À l'enterrement derrière l'équipage, ses jambes de nordique en soquette blanche. Rien dans l'appartement. Rien, pas même une montre qui marche. Si, un lit, une table, un fauteuil en plastique gonflable. Disques en pagaille, livres en vrac, fond de cantine, la valise vide. Mais qu'est-ce que cela change? Autant la puissance de la mort est terrible, autant le cadavre est dérisoirement vide, mentonnière glabre, oreilles tirées, traits échangés pour leur parodie. Plus rien d'intérieur, plus de terre. Et qu'on ne parle pas de lit de repos. Il y a chez tout mort jeune une tristesse d'épuisé comme celle de l'allégorique Dante aux épines. Mais une tristesse vide, un repos vide, une attente vide. Quand les gens meurent, ils doivent mourir bien avant.
Charles-Henri gommait ses évanouissements. Lui acharné à éprouver le rythme et l'essence. Ce qu'il a pu dire à la fille du capitaine de vaisseau dans la nuit du 16. Dans la brutalité du premier choc rendu plus aigu par la nuit, par la douceur du ventre. Que la maison des hiboux est noire. 22 au 22, il aura vécu 1 mois, seul compte l'année absolue, l'année des saisons mortes. Politiciens, tous tantous non déclarés, clandestins de la rondelle, quiconque bande est apte à la présidence de la République. Comment faire comprendre à certaines personnes que je ne marche qu'aux conditions aberrantes, alors que tout ce qui est bourgeois participe à un intérêt quelconque. Demain, les Ides de mars, le jour où tous les extrêmes de l'inconcevable se rejoignent, la mort de César et le commencement absolu de l'Empire romain. Par moments, j'ai l'impression que nous sommes entrés dans cette bande ontologique du destin où les signes se répondent. Tout nous sera rendu à nous qui avons tout perdu, visage retourné vers la lumière, et notre barque osirienne va s'arrêter dans les roseaux. Note sur CH. Son extraordinaire refus de toute consolation chrétienne. Le Christ n'est pas encore venu. Il est pareil à un officier de la marine de Tibère. Les abîmes qui faisaient son monde. Sa seule espérance, une continuation de la nature, que les rivières continuent à couler, que les feuilles reviennent. On comprend que cette existence apparemment normale comportait des abîmes, sommet de grâce insensée. Tout dans ses lettres aux femmes n'est qu'un dialogue avec la nuit. Se rendant compte que ce n'est que ça, il s'y résigne. Il y touche avec la lumière et la science des choses interdites. La marine en tant que telle, initiée au logos. Son cri apparemment nietzschéen, frère. Ce n'est pas au sens catéchuménique du terme, mais nous vers nous, ses frères, pour que nous comprenions quelque chose. La lettre de Gombrowicz. Il fallait qu'il y ait un final, une pelletée de terre jetée par Gombrowicz, car la rencontre s'est faite ailleurs. Ces H auraient dû porter le nom des Lusignans. Il aurait pu. Nous en parlions. Or les Lusignans et les Birons ont été chassés de la maison de France pour entretenir des relations non avec le diable, mais avec la mort. Ils ont le pouvoir d'un commerce avec la mort qu'ils traversent comme certains forgerons de Majorque travaillent. Les mains nues, le fer à blanc. Une seule constante dans n'importe quel signe laissé par ces haches, la mort. Il avait le sang des Lusignans qui éloignent de nos terres. Les vieillards en avril meurent du muguet. Aristocratie et peuple sont du même bois, et quand l'aristocratie est vaincue, le peuple est exclu. La mort pour Georges Bataille n'était pas l'existence au-delà de la vie, mais l'obsédante idée qu'il nourrissait de la fatalité de mourir. Encore sur ces haches. Être dépouillé très marine royale de Louis XV. Sa mort n'ajoute pas à son écriture. L'hommage d'un frère. Dans la vie de ce garçon apparemment si collégien, il n'y a qu'une seule et même lueur militaire de la mort. Il y a dans la lettre sur l'humanisme de Heidegger un passage où Heidegger explique pourquoi les jeunes Allemands qui sont morts n'en ont pas connu les misères, leur âme ayant été forgée par Hölderlin. Il était de ceux pour qui les femmes se font harakiri. Dans la nuit universelle, la lueur du passage, le sillon dans la mer, tout est effondrement. Tant de femmes voudraient aujourd'hui avoir un enfant sans passer par un homme, par exemple en se piquant les ovaires avec une aiguille à tricoter, ou en les excitant à la vie comme on excite les œufs des oursins. À quand les générations de femmes parthénogénétiques? La droite aujourd'hui, des débris qui pissent sur la table en branlant le souvenir du minable Pétain, mais la gauche ne sera jamais forte que des abdications de la droite. Petite fille moderne. Je ne sais pas si j'ai vu une vache, mais j'ai vu une chèvre dans un cirque à Chalon-sur-Marne. L'aveu, avec Dominique K. Les images couleur sépia de Staline, raclant des pommiers d'importation Jonathan en bottes de chèvre molle. Un Staline d'une immense douceur de cœur. Toute sa vie, on l'imagine, courant les enfants qui ne voulaient jamais de lui. Il n'était pas cruel, mais objectif. Il voyait tout, vérifiait tout par le menu, de la flotte du Pacifique à la boîte de conserve, capable de mettre en prison le postier d'Oulan-Bator si le timbre d'une lettre penchait à gauche. En 1945, à la fin des fins, et devant tant de cadavres inutiles, les femmes se sont mises à rire. La désacralisation en dit long sur le goût actuel pour le néant
et le matériel conçu comme un privilège éternel. Toute mise à mort commence par une affaire de collier, par la tragédie d'un faux hommage, par quelques violettes perlées de sang qui se fanent dans une vaine transparence, par une parole qui se meurt de ne pas être dite, mais sans celle-ci, jamais il n'y aurait de la littérature. Depuis les présocratiques, la littérature était un but. Il faut qu'elle redevienne chemin. Écrire, c'est aussi ne plus s'avouer en dehors de la société, mais s'y mettre. Nous avons cette chance qu'il nous soit demandé l'impossible. Relire les contes. Le secret est là, chez Grimm, Perrault, Naudier, Nerval, James. Ils peuvent nous ressusciter. Mais comme tous ceux qui nous éclairent, ils ne sont pas là. Maître Eckhart les appelait les éveillés et Dostoïevski les idiots. C'est déjà un tel programme, une femme aimée, dans une vie d'homme. Il neige. Rien n'est plus terrible que la neige qui tombe dans une église. Aujourd'hui, il faut faire le contraire de ce que pensaient les rois. Le monde existait à Versailles jusqu'où le regard pouvait battre. Et comme le roi ne croyait qu'à ce qu'il voyait, tout était royaume, féerie et le reste symbole. L'amour est le sens inverse de la vie. Toujours, on va vers le néant. Charles Henry, la mort précoce qui arrive au moment de la vie. Le visage de l'enfant nous apparaît, dit-on, au moment de la mort. C'est l'enfant intérieur, l'âme que nous portons en nous, le Christ dans son berceau, le H des frères Karamazov. Il portait cette mort en lui, non pas comme un pressentiment au bord des abîmes, mais de toujours. Le jeune homme mort, la chair se tasse sur l'os. Chez la jeune femme, au contraire, la chair s'épanouit, elle redevient gamine. Quand on a l'intention de mourir, on invente l'inattention. La mort est venue le visiter comme chez Mozart et lui a commandé un requiem, ses poèmes du dimanche matin. Règle générale, lécher toute main qu'on ne peut pas arracher comme une patte de mouche, en attendant, j'attends. Encore sur les damnés. Le film échappe au cinéma pour devenir un grand roman de Dostoïevski, le sens de la maison, l'inceste qui passe, tous ces Macbeths de la sidérurgie. Et quand l'oncle chante dans le cabaret des SA, il chante la mort d'Isolde. C'est aussi la mort de l'Allemagne, c'est aussi la mort de Wagner. Le regard de côté des tableaux flamands, c'est ou le regard ailleurs, ou la volonté de se donner en spectacle. Bruxelles. Malgré tout, la Belgique est bien différente de la France. Elle n'a même rien d'européen. Le peuple a gardé le sens du péché, de la gourmandise, de la luxure, et s'il s'intéresse au paganisme, c'est comme les Lyonnais qui font tourner les tables. Les villes drapantes du pays flamand. Prenez d'ailleurs pauvre Belgique, il n'y est jamais question de la Flandre. Devant la mort, les manigances cisterciennes portent sur une seule conquête, le silence. Impression par moments qu'on est au-delà de la décadence, que dans la décadence on creuse des trous, qu'on creuse encore. Maria, c'est la mort apprivoisée, le monde comme volonté de représentation. Est-ce, qualité goethéenne de fondation impériale, l'unique chemin de la sainteté vécue, c'est de pouvoir aimer deux femmes, en réalité trois, en même temps. Chasteté ou tantrisme. Aimer trois femmes à la fois, c'est arriver à se détacher de soi-même. Dieu, avec chaque femme, laissait un lambeau de sa chair aux chiennes grises. Seule une femme peut être la chambre secrète. Inventer un anti-monde contre le monde qui est le sien. L'entrevue d'Erfurt n'a aucun sens. Brandt est méprisé par les Allemagnes, ayant revêtu un uniforme idéologique, alors qu'Ulbricht a toujours fait semblant de revêtir l'uniforme de l'armée soviétique. L'Allemagne ne peut être que nazie. Camouflée nazie par le pacte atlantique ou communiste, jamais elle ne pourra être socialiste. Erfurt n'est qu'une manœuvre infiniment subtile des Russes pour obliger Brandt à se casser la gueule. Rien n'intéresse les Russes qu'un nouveau Rapallo. S'ils parlent avec Brandt, c'est qu'ils ne parlent avec personne. La tentation des Russes, c'est d'intégrer l'Allemagne à leur système, voire que la Russie s'intègre au système allemand. Avril. À nouveau là. On se remet au noir. Les conversations remplacent les maisons. Lecture de Linguistique et philosophie d'Étienne Gilson. Il démolit l'imposture du vieux Saussure, signifiant signifier comme ils disent.
Le cours de linguistique générale, c'est l'océan de notre littérature. J'écris à Gilson que l'ironie ne porte plus, qu'il ne faut pas prendre ce ton aujourd'hui, tant est puissante la pédantesque muflerie. Commentaire de l'index cartésien, celui de Paul-Louis Courier. Zurich. Déjeuner seul à l'aérodrome en attendant le rendez-vous avec Maître Hebb, avocat de Solzhenitsyn. Il vient un instant où dans chaque poulet, le cadavre refait surface. Ce mauvais goût, même une entière bouteille de Dole ne l'a pas fait passer. Toute la Grèce aujourd'hui est fausse, rien que des bâtards de Turcs. La vraie Grèce, c'est Heidelberg. Encore un épisode, et ces annales seront terminées. Pouchkine. Grands hommes ou anonymes ou hommes-riens, tous sont les mêmes noms seulement dans la mort, bien entendu, mais à la fin. Ne lire que la fin, que le dernier chapitre des biographies des grands hommes. Dans l'assassinat de Trotsky, Gorkine raconte les petits détails, les menues phrases du grand Trotsky. Détails, fragments, voilà tout ce qui est à la fin. Trotsky nourrit ses lapins, marche dans la montagne, cueille des cactus, lui, le généralissime de l'armée rouge, l'homme des trains blindés et de Kronstadt. C'est ainsi. Léon Davidovitch ne voulait pas quitter ses lapins, et il ne semblait pas disposé à écouter la lecture de l'article. Mais il se fit violence et demanda « Alors, voulez-vous me lire votre article ?» Sans hâte, il ferma les portes du clapier et retira les gants qu'il mettait toujours quand il s'occupait des animaux. Il secoua sa blouse bleue qui protégeait ses vêtements et, à pas lents, en silence, nous nous dirigeâmes tous trois vers la maison. Entre la salle à manger et la terrasse, Léon Davidovitch était debout, appuyé au chambranle de la porte, les bras ballants. Dans sa face ensanglantée se détachait le bleu clair de ses yeux sans lunettes. « Natacha, je t'aime. » Oh, il faudra fouiller tous ceux qui entreront ici à l'avenir, demandant aussi à son secrétaire de noter quelques statistiques sur la France. Jacques Mornard utilise un piolet, car il a remarqué qu'il pouvait, au cours de ses ascensions, détacher d'un seul coup de grands blocs de glace. L'autopsie. Le thorax de Trotsky mesurait 96 cm de tour, l'abdomen 92. Le cerveau, d'un poids et d'un volume extraordinaires, fut extrait du crâne, préalablement débarrassé du cuir chevelu et scié, et déposé sur une table d'émail blanc. L'examen révéla qu'il y avait eu hémorragie subdurale liquide à l'intérieur de la lésion, et que celle-ci, à l'orifice large de 2 cm et profond de 7, traversait toute la masse encéphalique et avait provoqué une perte de substance cérébrale. L'acier avait touché la seconde circonvolution pariétale, au-dessous du repli courbe de la scissure de Rolando, à 4 cm du repli interne hémisphérique et à 10 cm du pôle frontal droit. Celui-ci, sélectionné au bistouri, montra qu'il y avait eu un important épanchement, et que l'arme avait été dirigée de haut en bas, d'avant en arrière et de droite à gauche. Le sang s'était coagulé à l'intérieur de la blessure. L'arme avait touché la matière grise et pénétré jusqu'au 3e ventricule latéral droit, avec inondation sanguine liquide coagulée. L'hémisphère cérébral gauche pesait 780 grammes. Le droit, touché par l'arme, 770, soit un total de 1550 grammes. La différence de 10 grammes entre les deux hémisphères cérébraux pouvait s'expliquer par la perte de substance provoquée par la blessure. Le poids exact du cerveau de Trotsky put donc être évalué à 1560 grammes. Le corps fut exposé dans la grande salle de l'entreprise funéraire Alcazar. Cimetière de Vence, non-lieu. Et puis dans 30-40 ans, d'autres chairs de poule passeront devant nous. Pour saluer Gombrowicz, l'acte de 2 tulipes pris dans la vase de Madame Chexruy et 2 œillets de poète dérobés dans un jardin public. Thomas et moi, courant dans le dédale des tombes blanches, baquets volumineux aux photos céramiques. Les femmes sont en tailleur. Enfin, la gardienne à sa belle fenêtre noire elle-même, des yeux bleus, nous guide de la voie jusqu'à la nouvelle tombe de Gombrowicz, cimentée dans ce paysage cimenté. Tout le midi est cimenté. Les rentiers ne veulent pas être humides. La peur de la mort, c'est la peur de s'éloigner de la naissance. Téléphone de S. Elle m'annonce son mariage. Je ne crois, ajoute-t-elle, qu'à ce qui est à la portée de ma main. Tout ce qui est plus loin que 3 centimètres est à l'autre bout du monde. Même un livre de Balzac. Pour le lire, il faudrait que ce soit Balzac en personne qui me le lise. Printemps, façade blanche, embrasure ouverte, rectangle des fenêtres noires.
Déjeuner Salacrou chez Drouan avec Christian. Propos très libres de Salacrou. Vives anecdotes. Tout un passé d'acteur, d'écrivain, de silhouette passe entre les fonds d'artichaut et la crème caramel. Sur Picasso. Un déjeuner pendant la guerre au Guardian. La soupe est servie par une espagnole crasseuse, et dans l'assiette de Picasso, un long cheveu noir. Queneau velouté. N'y touchez pas, dit Picasso, c'est un Matisse. Sur Jean-Jacques Gaultier. Un idiot, le critique thermomètre, qui pond 2 colonnes tout simplement pour dire à ses lecteurs il fait 9 degrés dans la salle. La maison Gallimard, créée autour d'un nanar, Gaston, espèce de Louis XIV avec Jeanne la Reine et les Pompadour, les Dubarry du moment, entourés de ses zouaves, Paulan, le marchand, Queneau. De Gide, chargé des lectures étrangères et ne connaissant aucune langue. De Valéry, qui ne s'occupait de rien, et de Larbeau qui, lui, travaillait. Sur Paulan, cette anecdote. C'est 1942, il n'y a plus aucun livre en librairie. Mais dans un bureau de tabac à Dieppe, sur le comptoir, les fleurs de Tarbes. Salacrou s'étonne, et la patronne de lui répondre « Impossible de vendre ce livre, monsieur. Peut-être parce que les fleurs ne sont pas du pays. » Peut-on être monarchiste avec une légitimité populaire? Toujours l'ombre du comte de Chambord, puissance de percussion de la vérité. Saint-Robert aurait dû suivre le conseil de J.P. et appeler son livre « La France refuse l'armistice ». Lettre de S. J'ai envie de me marier quand j'aurai fini de compter tous les graviers qui entourent la maison, les allées, qui courent le long des routes de Varangeville à Dieppe, et arriver là, dans le même mouvement, continuer vers Paris, et peut-être trouver le dernier, rue Garancière. Film Patton. Il croyait à la réincarnation, capable de courir en pleine bataille de chars derrière un soldat allemand, simplement pour lui prendre son revolver. Obligeait ses soldats à cirer le dessus de leurs chaussures pendant la bataille des Ardennes. Seules les allégories peuvent encore m'intéresser, tel l'éclat fugitif du passage de cette fille au bas du Richmond, simple giclure du passé. De quel éclat intérieur. Lettre de E. Elle se marie. Elle pleure sur son adolescence et la mienne, le goût de la peau de l'auroch. C'est plus joli que les campagnes, Varangeville, au-dessus de Vence, où vous aviez si peur du bruit. Irons-nous encore à la recherche des arbres bleus? Je lis les lettres d'Antonin Artaud. On y parle beaucoup d'argent, car la vie était difficile. Je vous écris bien tristement assise dans l'herbe. Ici tout est calme, et j'aimerais avoir à vous y attendre. De vos voyages, je ne sais plus rien de vous. Il faudrait écrire un livre sur nous deux, que je sache qui vous êtes. CH, disparu depuis combien de temps? On ne sait plus. Même lui a dû oublier qu'il était mort. 11. Quand il lit Guyotat, mère des spermes, bordel, boucherie, Solers croit toucher à la réalité du peuple. Le cœur est une matière noble. Heureux ceux dont les cœurs se sont brisés. Ils ont gardé leur adolescence. Comme le whisky, une femme comme ça n'intéresse qu'au crépuscule. Splendide, on ne peut imaginer la baiser que dans les ascenseurs ou dans les villes bombardées. M. Spécimen de la nouvelle Beat Generation européenne. Tête de mimile, gris-gris sur les parements de la veste, dents de cachalot en sautoir, mais pas le culot de se payer des flamboyants comme Ken Kesey. Bottes italiennes à 300 francs, lunettes bleues psychédéliques pour la fête de l'UMA, vieux tringlard de la chanson et gazé de la guerre de 1968 à Paris. Si on lui demande quel âge avez-vous, Minaud décherche son briquet dans son sac à main. Même chose pour les Black Angels anglais. Ils ont des casques, des bottes, des chaînes, mais les guidons de triomphe sont montés sur des bicyclettes. Maurice Genevoix, écrivain pour Mulhouse. William Burroughs. Je vais le voir dans son mastaba de Cavendish Street à Londres, guidé par Claude Pellieu et Mary Beach. Un couloir sombre, plusieurs couloirs pour aboutir au foyer. C'est l'homme invisible, mais un homme invisible joué par Buster Keaton. Visage aigu de Lovecraft, de tous les boréaux, plus islandais qu'irlandais. Se saoule pour ne pas penser à Dieu. Fièvre de sectateur. Sa hantise du monde blanc de l'Amérique blanche, comme Jack Kerouac, parti un jour sur la route avec le sac à dos taillé par sa mère, qui avait glissé dans les poches les sandwichs, la couverture, les vitamines et le billet de retour. Il fallait qu'il puisse retourner au cimetière de son village. Quand Kerouac en avait assez de ses admirateurs, il leur tapait dessus. Burroughs, lui, tirait au fusil. Maintenant, à Londres, si un beatnik sonne, il met la chaîne sur la porte entrebâillée et lui dit « Rien à vous dire, écrivez-moi une carte postale ».
Burroughs appartient à l'autre monde. C'est pourquoi il peut décrire l'enfer du monde moderne. Vie retirée, volonté d'anonymat. Il fulmine entre ses dents 1 heure durant, parce que le propriétaire de la maison qu'habite Pélieu a invité les 2 bobbies de faction devant la maison d'un député à prendre une tasse de thé. Il faisait si froid, n'est-ce pas? Or la maison empestait le hashish, et il y avait des pipes qui traînaient. Bloody cup, répétait Burroughs à Pélieu, Bacchus dans la chaleur des herbes et des pavots. L'ambiguïté de Jean Genet. Dès qu'il n'écrit pas, il se fait curé de gauche. Dès qu'il écrit, sa plume l'oblige à la trahison. Pompe funèbre, les nègres. Son engagement politique est une attitude de fuite devant l'écriture, d'autant plus qu'il n'a rien à dire et qu'il ne peut quand même pas retomber dans le droit commun pour retrouver l'inspiration. Ainsi s'est-il laissé prendre au music-hall des Black Panthers, qui l'ont baladé comme une peau de chat. Mais Jean Genet n'écrira pas sur les Black Panthers. Il écrira peut-être sur les Palestiniens. À Amman, il a retrouvé l'odeur de la poudre, ce goût qu'il a toujours eu pour les vaincus, personnage du milicien dans Pompe funèbre. Mais il n'écrira pas non plus sur les Palestiniens. Il sera pour eux Jean Genet, dramaturge, romancier. Jean Genet qui aura l'illusion alors d'influer sur les événements, parce que s'étant fait reconnaître par les fédayines comme Jean Genet. Lui non plus, il ne n'aura pas le courage de retourner à l'anonymat. Georges Lapassade est condamné par ses confrères à être le chien de l'université française. Haï par les professeurs qui enseignent Marx comme on enseigne La Fontaine, détesté par les trotskistes, condamné à mort par les situationnistes, on lui a donné à la faculté de Tours, dans le souterrain, une pièce de 3 mètres qui donne sur le parking où s'entassent 6 paumés. L'auteur de L'entrée dans la vie, ayant décidé de rompre avec le système universitaire, avec toutes les règles du jeu de l'ordre, a été déclaré inapte à l'enseignement supérieur, non sérieux. Les élèves bons pour la passade sont justement ceux qui ont abandonné leurs études. Chaque vendredi, le cours de la passade consiste en une conversation paysanne sur la pluie et le beau temps, tandis que ces élèves déchirent la culture, les livres qu'ils ont pu voler la veille dans le bureau de Duvigneau. La rupture, pour la passade, ne se situe pas en 1968, mais en 1969 au Maroc. Il habitait Rabat chez le professeur G, dans le quartier Snob, quartier plein de fleurs. Le professeur G représentait à la fois la culture avancée et la révolution en marche, ce qui ne l'empêchait pas de se faire une prise de sang chaque fois qu'il allait chez sa maîtresse, une jeune arabe craignant la syphilis. Le même G refusa l'hospitalité à l'ami de la passade, Neguib, un Marocain d'une vingtaine d'années, qui finit par trouver un logement dans le cadre de la main-d'œuvre bon marché. Un entrepreneur leur avait donné à Neguib et à ses 2 camarades une maison, à condition qu'ils la démolissent. Lentement, ils commencèrent donc à démanteler pièce après pièce, et vint un jour où il ne leur resta plus qu'un petit morceau de toiture au-dessus d'un appentis. Promiscuité, querelle, Neguib fut assassiné pour une petite valise de linge, l'assassin étant le jour même, à l'interrogatoire, assassiné par la police. C'est dans l'impossibilité d'écrire la mort de Neguib, de ne pouvoir écrire le bordel andalou, que la passade décida de saboter la forme, sans pour cela se fonder en figure exemplaire, provoquant et troublant par l'excès même de ses signes. L'incertitude devant toute signification lui fut confirmée au Brésil. Le jour où De Gaulle mourait, Fred, un pianiste de São Paulo, était assassiné par un cow-boy de minuit, et le journal du soir consacrait une page à De Gaulle et une page au pianiste. Le matin où le général était veillé à Notre-Dame par la foule des crapules du monde entier, Fred était veillé seulement par sa mère, un barman et un bouquet de $20. L'université continuera à parler de révolution, tout en s'employant à maintenir l'ordre, à faire du zèle. Et la passade, confinée dans son poulailler, essayera d'écrire la mort de Neguib ou le bordel andalou, à partir d'un travers gestuel verbal qui, de l'idéogramme au fragment, le conduira au texte. Saint Jean de la Croix n'a-t-il pas enfermé dans un placard à balai composé ses hymnes? Oubliant les circonstances historiques et politiques, et l'expression en plus si confuse qu'il touche au dialecte, V a écrit un Richelieu où il explique la politique du général de Gaulle par le complexe du travesti. Régis Debray libéré. Il va pouvoir se présenter au municipal. Claire, à ce propos, dit qu'il ressemble à Nietzsche. Est-ce à cause des moustaches? Nietzsche posait comme un fier à bras, non comme une lope. Relire ce que dit Che Guevara de Debray dans son journal. Même si Sartre soutient que Che Guevara a été liquidé par Castro en 65, ce qui expliquerait les propos de Jésus qu'il aurait tenus après la mort du Che. Change. L'intestin grêle de tel quel.
Le maoïsme ne dépend pas plus de Mao que la piraterie des barbaresques ne dépendait de la sublime porte. Ce que disait Chou Enlai à Bettencourt, que la pensée du président Mao Tse-tung est parfois invoquée par des personnes qui se prétendent ses disciples et qu'il n'est pas en son pouvoir de les empêcher. Les vraies grandes existences appartiennent à l'anonymat le plus complet. Ainsi les grandes prêtrises et les vrais meneurs sont anonymes. La grande littérature, ou ce qui est au-dessus de la littérature, se détache aussi de son porte-voix. Quoi de plus anonyme que Balzac? Car ce qui appartient à Balzac aujourd'hui, c'est comme ce qui appartenait à la Sibylle de Cumes, qui ne savait pas ce qu'elle disait. Cravache, le dernier chasseur-bombardier soviétique. Un seul de ses avions peut tenir le ciel du Moyen-Orient. Mais il est si compliqué qu'il doit être piloté par un général. Si Pompidou se libérait de l'ombre du général, ce pourrait être un retour à la France du XVIe siècle, à Maurice Sèvres. Ce pourrait être le réveil de la France souterraine, endormie par la Révolution française, inventée par Balzac et Lavarande. Si Pompidou pouvait sortir de sa grotte auvergnate, quel beau retour à François Ier, l'école de Fontainebleau et l'exaltation de la chair. Mais la France est ravie d'être enfin gérée par Tchitchikov. Qu'est-ce que la littérature par rapport à la spéculation? Si je dois écrire cet essai sur la littérature, que ce soit contre la littérature, un constat sur 300 ans de littérature bourgeoise, 1670, Boileau, l'Aude à la prise de Namur, à 1970, une analyse des 30 dernières années, depuis le temps des conspirations dans les décombres, jusqu'à une préface écrite dans le Sikyang. Disraeli, alias Lord Beaconsfield, qui, entre autres choses, sut faire de sa Victoria l'impératrice des Indes, écrivait dans Coningsby, roman à clé s'il en fut, cette phrase dont l'invitation à la voyance, à une certaine lucidité seconde, vaut, peut-être à elle seule, toute la carrière historique d'un Toynbee. Le monde est mené par tous autres personnages que ne l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas dans les coulisses. L'une, quand elle a bu un verre de vin blanc, elle croit parler à Zarathustra. L'autre, quand on lui parle de l'autre monde, elle en fait la critique. Chez Arnaud Brecker. De quel rendez-vous de fantômes, de quel paquebot titanique, de quel Hollandais volant cette soirée était faite? Le général Hoffmann, qui avait vu Moscou dans le prisme de ses jumelles, le maréchal Milch, le général Speidel dans la ligne Junger et la tradition des chasseurs de coléoptères, le maréchal Manstein, 94 ans, venu de sa Bavière. Il fit tuer quelques 3 millions d'hommes dans les neiges russes, et disant à Benoît Méchin, « Mon cher, ne m'écrivez plus en express, car vous obligez le facteur à sortir par ces mauvais temps. » C'est H, comme s'il n'avait jamais été. Et de nous tous il en sera de même. Qu'est-il devenu Louis XIV? Même sous la plume de Saint-Simon, qui n'était que le Victor de Versailles. J'ai tout oublié de mon père. Enivrons-nous de nos rêves imbéciles. Dies irae. Hôtel Richmond, Genève. À l'heure où Servan Schreiber dort, s'épargne pour sa grande Europe, j'assiste à la mise en bordel du Richmond. Chabrol, où es-tu? Pierre Boutan, son Blake. Un tel livre en Angleterre lui vaudrait une chaire de poétique à Cambridge. En France, tous les blackboulés du talent vont faire la fine bouche et le silence. Voilà les intellectuels français, république d'envieux, de sodomisés mentaux. Non pas consommer le temps, mais l'arrêter, le ralentir. À 19 ans, les événements n'ont pas encore souillé les disponibilités de départ, la liberté qu'on a de ne rien faire. Et à l'instant où on quitte l'adolescence, on est déjà mort. Et l'on ose dire, on a le temps de ne rien faire. L'histoire d'Alphonse Allais parlant de la littérature lors d'une conférence. Chateaubriand est mort, Hugo est mort, Barbet est mort, Goethe est mort, Voltaire est mort, Shakespeare est mort, Dante est mort, et moi qui vous parle, je ne me sens pas bien non plus. Le Sphinx des glaces de Jules Verne prend la relève d'Arthur Gordon Pym d'Edgar Poe. C'est dans ce livre que le feu gèle. Photographie du grand état-major portugais, 8 généraux, de vrais mastodontes, tout en plis, en viande, sans expression. Lettre de Trémel de sa caserne belge. Mouvement de munitions, troupes et chars, par la route et par le rail, un torrent de papier. Dieu n'avait pas de langage, il était tout. Il s'est inventé un langage par désœuvrement. C'est le premier et le dernier grand bourgeois. Le langage comme le désir n'existe qu'en fonction du néant. Genève, l'été. Les garçons du Richmond en ligne sur la terrasse, comme des mouettes sur le Pékinois blessé.
Étienne Gilson me dit: nous ne dirons pas trop de mal du présent, s'il vous plaît, car il jouit du privilège sans prix d'exister. Suicide de Paul Celan. C'est bien une idée de poète que de s'être jeté dans la Seine, un égout, en pensant que c'était une rivière. Heureusement qu'il reste les poètes pour nous éveiller à l'idée que les rivières existent. Un jour, avec Jean Genet, me dit la Passade, nous parlions de Roland Barthes, de la manière dont il a séparé sa vie en deux, le Barthes des bordels à garçons et le Barthes talmudiste, c'est moi qui précise. Je disais, Barthes, c'est un homme de salon, c'est une table, un fauteuil. Non, répliqua Genet, Barthes, c'est une bergère. Transatlantique de Gombrowicz, un livre théologique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout ce tapage autour de la drogue. Mais avant 1914, on servait l'absinthe dans les bistrots. Un verre équivalait bien à un buvard de LSD. Tous les écrivains étaient absinthistes, beaucoup sous l'influence de Verlaine, Germain Nouveau, Rimbaud, les vilains bonshommes. Jarry, mort à 34 ans parce qu'il la buvait pure, et l'Assommoir et la buveuse de Toulouse-Lautrec. C'est la puissance militaire qui supprime l'absinthe en 1914 pour immédiatement mettre de l'éther dans le vin des hommes. 14 juillet 1970. Pompidou passe la revue. Un visage de médaille romaine, comme ceux des Césars qui n'ont tenu le pouvoir que 6 mois. Visage de Commode ou de Vitellius. Campagne. Les choses vont leur train à l'infini. Répétition. On découvre le pré, on découvre le champ. La vie devient et disparaît, sans cesse disparaît et devient. Campagne. Pré, champ. Les feuillages se penchent au-dessus de nous d'une façon indécente. Déjà 15 ou 20 ans de terre, les noisetiers, les pruniers et les pins noirs d'Autriche, et les autres vers bleus et chauds, en attendant l'Alizé, loin, au loin, où les teintes se prolongent. On pourrait dormir pour rien, et on existe sans vivre une heure. Des fleurs coupées, des épis rouges. La démocratie, une métaphore de plus. Pierre Boutan est contre la peine de mort parce que, dit-il, on ne sait pas où on les envoie. Tout ce qui est éternel est anonyme, ainsi la musique de Piero Nardini, le violoncelle, gémissement de la stérilité, flûte, appel de la mort. L'homme se réveillant d'entre les morts et ne reconnaissant plus rien, serait lui-même le son d'une flûte, époque de Mozart, musique d'un déclin moral. Plus impitoyable que l'allemand, l'aristocrate italien pourri depuis 2 siècles. Quand un général SS liquidait une colonne d'enfants, il mettait au moins sa vareuse, là où l'italien desserrait simplement sa cravate. Glisser une lettre d'amour dans une sonde vers Vénus, retour année 2600, seule façon de prouver à une femme qu'on l'a aimée dans les herbes et dans les nuages. L'Empire est à l'envers et les coqs chantent la nuit. La gauche est devenue la droite et la droite n'est plus rien. Les laïcs sont devenus des prêtres athées et l'Église se hisse au niveau de la pire presse du cœur à la française. L'anticonformisme n'est plus que le conformisme des mots galvaudés, comme celui de révolution, sophistiqué, onanisant. C'est le pacte général avec la classe moyenne, elle-même intégrée à sa police proxénète, trafiquante et assassine. Seule volonté alors, tourner son visage vers l'oubli, mourir seul, et dans un froid absolument glacial. Après 20 ans de travail forcené, macération, flagellation, Swedenborg arriva à voir les esprits et, dit-il, ils avaient tous des chapeaux sur la tête. Jusqu'où va le protestantisme? Le monde est traversé par des rivières de parole et de science. Les grands opérateurs sont ceux qui trouvent le moindre filet pour se laisser porter. Au plus profond, au plus exalté de l'épouvante, Edgar Allan Poe, le suicidé de l'Ouest, voit tourner autour de lui, immobile, le grand maelstrom cosmique de la Mahapralaya. Ouvrez Shakespeare n'importe où et c'est admirable, ouvrez Lénine n'importe où et c'est plat. À la différence de Bataille, Sade pensait au moins que son œuvre était due à une défaillance. Eux me dit, je veux être enterré avec vous. Personne ne veut être enterré avec moi. Conversation entre Michaud et Corot. Monsieur Michaud, je vous somme de me verser 1 million. Je n'ai pas de capital. Alors, vous allez laisser crever un copain de génie.
La littérature, c'est aussi la distance entre la réalité qui s'éloigne et le rêve qui s'invente lui-même. Artaud, prodigieusement intuitif, c'est-à-dire officiellement fou, et après Rodez, son grand discours avec enfin les exactes mesures. Film à la télévision sur la bataille de l'Atlantique. Un officier d'U-boot y parle d'une guerre de grands chasseurs, mais le gibier y parlait aussi, témoin ce commandant de cargo à qui on demandait s'il avait eu peur. Si nous transportions une cargaison de manganèse, nous dormions tout habillés et les portes de nos cabines ouvertes. Si nous transportions des explosifs, on s'endormait en pyjama, porte fermée. Si le lendemain on se réveillait, c'est qu'on n'avait pas été torpillé. Un cargo de manganèse coule en 25 secondes. Soldat battu revenant sur la route. Au lieu de m'abattre d'une balle dans la nuque, le maréchal m'a fait monter sur la tourelle du premier tank de la première armée blindée et m'a fait boire au goulot. Franchis le cercle de la fascination parisienne. Je retrouve la maison, les champs, le néolithique, la soupe aux légumes qu'on lappe, les chemins parcourus, troués, bosselés. On est en face de soi-même. Le monde international n'existe plus. Qu'importe la guerre au Vietnam ou le tremblement de terre en Sicile. Ce qui compte, c'est la saison qu'il fait et les heures qui passent, le cri d'un oiseau, la tempête qui va se calmer. La création doit aussi venir d'une indifférence à l'actualité. La sagesse en politique, c'est dire naïvement tout ce que l'on veut, tout ce que l'on pense, et l'appliquer efficacement à bon escient, c'est aussi avoir des perspectives fuyantes. Tous les philosophes de Hegel à Marx, ouverts à tous les vents, n'ont jamais fait que réunir leurs ramassis de notes et de copeaux. Ils n'ont jamais eu le temps de vraiment penser, parce que tous, ils sont morts avant. New York. Le chauffeur de taxi en chemise de soie comme on n'en fait pas en Chine. Mufle. Avoir, c'est être, équation flottante. Il n'y a pas de place ici, même pour une phrase. Il n'y a pas non plus de fonction en Amérique. On peut être remplacé à chaque instant. Chez Random House, la plus grande maison d'édition américaine, pas de traces de livres. Au cabinet Putney, pas de traces d'avocat. Stockholm, juin. La nuit est blanche. Une grosse lune jaune incube au centre d'un ciel vert, et le port par la fenêtre de l'hôtel remue puissamment. On s'embarque pour Leningrad, l'île de Gotland, ses églises, ses moutons. Mais je ne suis pas Oisler, et je ne peux traduire Tornerozon, ce livre sur cette rose noire qui pique comme un oursin. Oslo, juin. Pommiers, tourterelles, la maison de bois et le jet d'eau cotonneux dans les herbes. Christina, sous les feuilles vertes chargées de cerises, et dans le tremblement des tourterelles blanches et faibles, me laisse lire la dernière lettre qu'elle reçut de Charles-Henri. Notre conscience nous pousse vers le rêve et les cieux, notre raison vers l'angoisse et la mort, l'une vers l'immortalité, l'autre vers une fin éternelle, et tout dans notre vie semble être la résultante de cet antagonisme. Quelle terrible simplicité que ce bonheur des cieux qui est mon rêve quand je pense à toi. Quel malheur qui me rend si vide et me fait pressentir le désespoir imminent quand ma raison me dit la réalité qui nous concerne. L'écrevisse, de même que le coquillage d'Osiris, est mort et immortel, à la marche rétrograde du soleil. Le squelette de l'écrevisse enroule Osiris dans ses anneaux, symbole de ce qui retient l'eau et la terre. L'écrevisse, appareil de chimie qui sert à cuire ce qui est cuit, à défusionner ce qui est en fusion. Białystok, juillet, Pologne. Un cerveau rapace ne devrait jamais revenir sur les lieux de son crime. La voie du retour est âpre. Et quand c'est pour vivre, même quelques jours à Białystok, Poméranie, dans un haras de 14 000 chevaux allant, venant, virant sans cesse. D'abord, le paysage lugubre de terrains vides, où de rares monticules interrompent la monotonie des avoines, des sapinières, et les aulnes, avec les lacs blanchis par le vent de la Baltique, qui poussent à 60 kilomètres à l'intérieur des terres ses collines de sable et ses dunes. Lin, conifères, jambon, la Poméranie est tout en somnolence aigre, en corbeaux dont les plumages se réfractent dans la lumière d'ambre jaune. Escadrons, étalons, cavaliers, troupeaux d'oies sur les labours, la traînante voix des dieux loups. Déchaînement soudain de la plus grande démence érotique. On voudrait retourner à la liberté sauvage, aux sanglots de la bête.